Bien, nous allons commencer l'après-midi. Je suis désolée de vous presser, mais on est déjà un petit peu en retard sur le programme. Donc, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de modérer aujourd'hui donc, une session dédiée au japonisme et à ses nouvelles perspectives. Et pour en discuter, nous accueillons 3 spécialistes de la question. Christophe Marquet, qui est directeur d'études à l'École française d'Extrême-Orient, Atsushi Miura, qui est professeur émérite de l'Université de Tokyo et directeur du musée d'art Ohara, et Sophie Bache, qui est professeure à Sorbonne Université et membre de l'Institut universitaire de France. Donc, sans plus tarder, je passe directement la parole à Christophe Marquet. Merci Delphine. Je ne sais pas si le est branché. Oui. Est-ce qu'on peut passer la première slide, s'il vous plaît? Japonisme et études japonaises. Le colloque Les études japonaises de 1979 comportait une communication par Madeleine David du musée Guimet, qui avait été pensionnaire ici à la Maison franco-japonaise de 1952 à 1953. Et cette communication était consacrée aux études d'art et d'archéologie sur le Japon. Et il faut dire que l'état qui était dressé de la situation, en particulier avant les années 1930, est assez sévère et que le japonisme qui est cité est perçu comme un engouement pour des objets tardifs et de peu de qualité sur le plan artistique, je cite. Ces 2 photographies à droite et à gauche de la maison du graveur Jules Adeline à Rouen et du musée d'Ennery, demeure de Clémence d'Ennery sur l'avenue Foch et célèbre salon japonisant de la fin du XIXe siècle, reflètent cette tendance à l'accumulation d'objets hétéroclites que l'on ne saurait effectivement tous qualifier de chefs-d'œuvre. Certains objets, pris isolément, n'en possèdent pas moins un intérêt ethnographique majeur, comme au centre cette statue de démon sortie de l'imagerie du XVIIIe siècle, que j'ai eu l'occasion, après l'avoir sortie des réserves du musée d'Ennery où elle dormait depuis plus d'1 siècle, de l'exposer à Paris en 2019. Et il m'a semblé, dans ce colloque, qu'il était important, en tant qu'historien de l'art du Japon, de prendre en compte le phénomène du japonisme, par l'importance qu'il occupe depuis 1 siècle et demi dans la culture française, et à des degrés divers dans celle d'autres pays européens et aux États-Unis également. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé ce panel pour à la fois établir un bilan et réfléchir au rôle du japonisme dans la connaissance du Japon et dans la construction d'une image de ce pays en France. Monsieur Miura interviendra ensuite et montrera aussi comment le japonisme s'est affirmé, au Japon en particulier, au cours de ces 40 dernières années, comme un domaine de recherche académique à part entière, ce qui n'était pas encore dans les années 1970. Je rappellerai que la première, et pendant longtemps la seule thèse en France sur le sujet, a été celle de Geneviève Lacambre, soutenue en 1964. Donc nous avons souhaité organiser une table ronde qui va croiser 3 points de vue, celui d'un historien de l'art japonais, celui d'un spécialiste japonais de l'art du XIXe siècle, qui est M. Miura, et celui d'une spécialiste de l'orientalisme littéraire et artistique, donc Sophie Bache. Et l'idée est d'abord de présenter les avancées de la recherche et leur restitution au grand public, c'est un point important, à travers notamment des expositions, mais aussi de réfléchir au rôle joué par le japonisme dans la connaissance du Japon. Alors, c'était cité, pour reprendre un élément du programme, est-ce que le japonisme est une simple forme d'exotisme, un miroir déformant, voire une conception coloniale, enfin, sujet qu'on pourra débattre. Dès le début des recherches académiques sur le Japon en France, au début de la Troisième République, on voit se croiser, parfois s'affronter, les japonisants, et c'est-à-dire les japonisants à l'époque, quelques très rares universitaires détenteurs d'un savoir sur le Japon, grâce notamment à une connaissance d'un certain niveau linguistique qui leur donne accès à des sources,
et de l'autre côté, des amateurs, mais au sens noble du terme, qui se positionnent dans une attitude de réception plus esthétique. Et je voudrais citer ici le cas de Léon de Rosny et de Philippe Burti. Burti, comme vous le savez, alors c'est un grand débat et pas entrer très très loin dans ce débat, mais en tous les cas a écrit une série d'articles dans lesquels il utilise le terme japonisme et on lui attribue la paternité de ce terme dans une série d'articles publiés à partir de 1872. Et il écrit ceci: « Le Parisien qui compte apprendre la langue japonaise devra suivre au Collège de France le cours de M. Léon de Rosny. Celui qui veut apprendre comment et ce que pensent les Japonais devra rechercher ses albums imprimés à Edo ou chez les daimyo qui, depuis quelques années, arrivent en Europe par ballot. » En quelque sorte, opposition entre une conception philologique, linguistique et une connaissance, je dirais, plus empirique et visuelle du Japon. Alors j'aurai l'occasion éventuellement de revenir, puisque nous avons un éminent représentant de ce Collège de France, sur quels étaient les enseignements qu'il pouvait assurer au Collège de France. Ce ne sont pas de la langue japonaise, mais enfin bon, c'est autre chose. En réalité, la situation est beaucoup plus complexe et nuancée, et il existait dès cette époque de nombreuses passerelles entre les savants et les amateurs. Par exemple, le cas très intéressant du bibliophile Auguste Lesueff, dont la collection livresque et aussi la collection de peintures a une véritable valeur documentaire à son époque et encore aujourd'hui, et qui a été reconnue dans les milieux des sociétés savantes, comme l'a montré la remarquable thèse soutenue à l'École des Chartes par Véronique Béranger. Et à titre d'exemple, pour revenir sur le fameux congrès des orientalistes de 1873 dont Jean-Noël Robert parlait hier, qui a marqué en quelque sorte le début de la japonologie, se tenait en marge de ce congrès une exposition de la collection artistique rapportée par Tchernouski, où des créateurs comme Émile Reber s'emparèrent des formes artistiques des objets pour en dessiner de nouveaux qui ensuite ont fait partie des arts de la table. Il ne faut pas nier cependant le fait que la mode du japonisme, dans ses aspects les plus superficiels, et il y en a pu parfois être un frein aussi à la connaissance plus juste de la culture, de l'histoire ou de l'histoire de l'art japonais dans sa profondeur historique et sa diversité. Et je voudrais citer Claude Eugène Maître, directeur de l'École française d'Extrême-Orient au tout début du XXe siècle, qui est aussi, je pense, l'un des premiers japonologues au sens moderne, qui était à la fois très critique à l'égard de Léon de Rosny, dont il considérait qu'il était un philologue de cabinet, mais aussi, évidemment, à l'égard de certaines formes du japonisme qui avaient négligé notamment l'art bouddhique qui, lui, l'intéressait. Je vous renvoie sur ces sujets au livre de Minami Asuka, dont vous trouvez la couverture ici, et un article un peu ancien déjà que j'ai rédigé sur alors c'est pas la première histoire de la littérature, mais c'est la première histoire de l'art japonais, comment elle se constitue justement dans ces années 1880-1900 entre la France et le Japon. Alors, l'exposition japonisme de 1988, qui s'est tenue au Grand Palais, puis ensuite au musée d'art occidental à Ueno, dont les commissaires étaient Geneviève Lacambre et Mabuchi Akiko, a été, je crois, une étape importante pour faire comprendre au grand public, mais aussi aux spécialistes, que le japonisme n'est pas un épiphénomène, une mode passagère, mais un mouvement de fond de la modernité qui a couvert tous les aspects de la création artistique et qui, évidemment, lié à cette découverte du Japon au milieu du XIXe siècle. Et depuis, un très grand nombre d'expositions, de travaux ont permis de complexifier ce phénomène, de l'approfondir, de pair avec la découverte de nouvelles collections dans les musées français. Et dans ce catalogue d'expositions, il y a un texte du professeur Takashina Shuji, pour qui je voudrais avoir un mot aujourd'hui, disparu il y a un mois, qui pose la question « Qu'est-ce que le japonisme ?» Et il dit une chose importante et qui trouvera écho dans l'intervention, je pense, de Sophie Bache.
il nous met en garde contre la notion d'influence. Il dit la notion d'influence est aussi dangereuse que vague. Il faut se méfier du paralogisme, c'est-à-dire de cette tendance à prendre des causes pour des choses qui ne sont simplement antérieures. Et depuis cette exposition, il y en a évidemment beaucoup d'autres, mais je n'en montrerai que quelques-unes, en particulier auxquelles j'ai pu apporter une contribution. L'exposition de 2017-2018, qui a précédé l'année du japonisme, qui s'appelait « À l'aube du japonisme », parallèlement à une autre exposition qui s'est tenue à Reims, ces deux manifestations sont revenues sur les prémices du japonisme, cette période qu'on connaissait moins bien, qui commence en fait dès les années 1840, vraiment la fin d'Edo, jusqu'aux années 1860. À Reims, c'est en revenant sur la collection d'Alfred Gérard, un nom peut-être qui ne vous dit rien, mais qui est le premier Français à avoir séjourné à Yokohama, donc dans la concession étrangère, et le premier aussi à avoir constitué une collection qui n'a malheureusement quasiment pas été connue de son vivant. Et c'est seulement donc en 2018, bien qu'elle est entrée dès les années 1800, la fin des années 70, 1870 au musée de Reims, n'avait pas fait l'objet d'exposition. Et puis l'exposition donc de l'aube du japonisme également. Et puis d'autres expositions un peu antérieures dans des musées de province, notamment à Rouen, autour de la collection Jules Adeline, à Nancy, autour de la collection de Charles Cartier-Bresson, qui ont permis de montrer aussi qu'il y a un japonisme régional, entre guillemets, dans les années 1890. Et ensuite, d'autres tentatives de montrer des aspects du japonisme qui étaient restés à l'écart, je dirais, du mainstream, notamment la question de l'art érotique, entre guillemets. Et c'est une initiative qui vient de la Bibliothèque nationale, qui a organisé en 2007 une exposition sur l'enfer de la bibliothèque, et m'avait demandé à l'époque donc de travailler sur l'enfer japonais qui existe au cabinet des estampes. Et donc j'ai pu faire à la fois un travail de recherche sur ce fond, et puis le présenter dans le catalogue. Et dans un colloque qui a été organisé notamment par le professeur Miura ici à la Maison franco-japonaise, j'ai parlé de ce japonisme en enfer. Ce sont des notions, on ne mesure pas l'importance et le choc esthétique du japonisme à travers ce type de gravure. On en parle finalement assez peu, je dirais, dans l'histoire du japonisme, et j'ai donc voulu ouvrir cette page nouvelle. Et puis il y a eu, alors là, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'utilisation politique qui a été faite en 2018 par le gouvernement japonais pour organiser à Paris une série de manifestations d'une ampleur sans précédent sur le thème du japonisme, mais d'interprétation très particulière, qui a permis néanmoins de monter plusieurs expositions, une au musée Guimet sur la base de la collection Hariri, d'objets d'exportation de Meiji, et au musée des arts décoratifs qui s'intitulait Objets inspirés, montrant comment le japonisme est en phase avec la création moderne après Meiji. Et puis il faut parler aussi chez nos voisins proches, donc que ce soit en Espagne, à Barcelone, que ce soit à Neuchâtel en Suisse, à Genève ou en Italie, d'une série d'expositions organisées dans les années entre 2013 et 2018, je dirais les japonismes européens, donc ces redécouvertes récentes, la circulation du japonisme en Europe, ses spécificités locales, et notamment la question du japonisme bouddhique, avec cette très belle exposition de Genève. Et alors, au point de vue de la recherche, je dirais, en dehors des expositions, des travaux qui remettent au centre le rôle qu'ont joué les femmes dans ce mouvement. Non pas, je dirais, ce rôle passif qu'on leur attribuait souvent d'être les destinataires de certains objets, mais un rôle actif dans le marché de l'art asiatique notamment, avec cet ouvrage fondamental, me semble-t-il, de Elisabeth Emery, qui s'appelle « Reframing Japonism », sorti en 2020, qui était venu faire une conférence à l'EFEO sur ce sujet, qui remet vraiment, je dirais, les pendules à l'heure par rapport à ce thème. Et puis d'autres expositions plus récentes qui révèlent des aspects aussi, je dirais, un peu comme l'art érotique, que l'on n'avait pas mis en avant. C'est
l'importance, notamment la fascination pour le tatouage japonais, alors qui est tout à fait contemporaine aujourd'hui, mais en fait qui remonte au milieu du 19e siècle et qui a d'abord séduit les élites aristocratiques. Toutes les têtes couronnées qui sont passées au Japon à cette époque-là se faisaient tatouer. C'est quelque chose qu'on ne sait peu, et donc c'est pas du tout, j'irais, quelque chose qui est dans notre mémoire aujourd'hui. Et au point de vue de la recherche également, ce grand projet collectif qui a mobilisé des dizaines et dizaines de chercheurs autour de l'Institut national d'histoire de l'art pour réaliser une base de données du collectionnisme asiatique entre 1700 et 1939 et montrer les liens entre le collectionnisme et le japonisme. Et ça a été couronné par une exposition qui s'est tenue à Dijon l'année dernière, donc qui s'appelle « Apportées d'Asie ». Et ce sera ma dernière slide pour évoquer, on a cité plusieurs fois le nom de Henri Tchernouski. En 1998, lorsque j'étais pensionnaire, donc quelques mois avant de quitter Tokyo, organisé ici dans cette salle un colloque, M. Miura s'en souvient, sur Henri Tchernouski à l'occasion du centenaire du musée. Donc ça a été publié dans un numéro spécial d'Ebisu. Et en 2023, le musée vient d'organiser donc une exposition justement sur un collectionneur au temps du japonisme, en revenant sur l'influence, je parlais de Reiber, donc, que ces collections de Tchernouski ont exercé sur la création contemporaine. Voilà, donc moi je m'arrête ici pour la partie introductive et je vais passer le relais à mon collègue.はい、それでは2人目として私の方から、ジャポニスム研究、今マルケさんはフランスを中心とした欧米の最近のジャポニスム研究についてご紹介いただいたと思うんですけれども、私は日本におけるですね、ジャポニスム研究と特に最近の動向、新しいアプローチについてお話ししたいと思います。美術が異なる文化圏に移動し変容する典型的な事例として知られているのが19世紀後半に日本美術が欧米の美術に影響を与えたジャポニスム、日本趣味という現象に他なりません。ジャポニスム研究の対象は近年大きく変化しています。20世紀後半には浮世絵版画からフランスの印象派やポスト印象派の絵画や版画にどのような芸術的寄与があったのかという問題設定が主流を占めていました。例えば広重がモネやゴッホに、北斎がドガやゴーガンに与えたさまざまな芸術的な刺激を構図や形態、彩色や描線などの類似性を手がかりに分析し論じるというのが一般的なアプローチだったのです。日本では今お見せしている浮世絵と認証派の画家たち展、1979年から80年、あるいは大島誠二氏の基本的な著作「ジャポニスム」、これ副題が印象派と浮世絵の周辺ですけれどもが典型的な例となります。ところが1990年代以降ジャポニスム研究の方向性は大きく変化しました。地域的にはフランス以外の欧米各国の美術におけるジャポニスへの関心が拡大するとともに対象となるジャンルに関してもまた絵画や版画のみならず建築、文学、演劇、音楽、ファッションなど多彩な分野における日本趣味研究へと展開していったのです。フランス美術に焦点を絞っても先ほどマルケさんもお示しになった1988年にパリのグランパレと東京の国立西洋美術館で開催された記念碑的なジャポニスム展以降、とりわけ装飾美術におけるジャポニスムの重要性が認識され、その後研究が進んだのは特筆に値します。陶磁器、染色、家具、七宝、漆芸、金工など日本の工芸品がフランス美術に与えた刺激は多岐にわたっていたことが解明されたのです。
さらにジャポニスムを成立させたさまざまな事象、すなわち19世紀後半にパリで行われた万国博覧会における日本美術の展示、林忠政やジークフリート・ビングのように日本美術を扱う画商として活躍した人物、ゴンクール兄弟やフィリップ・ビュルティのような日本美術のコレクター、エルネスト・シェノーやルイ・ゴンスのような日本美術に興味を持つ美術評家、さらにはパリで開催された日本美術の展覧会等々、フランス美術におけるジャポニスムを成立させた諸条件を具体的に精査しようとする姿勢が強く見られるようになったのです。そうした個別研究は今の行われつつあると言えるでしょう。さて、日本では特に2010年代以降、ジャポニスム研究に達したような方向性が伺われるようになりました。そのことは日本国内における研究を牽引し、学会誌ジャポニスム研究が2013年から日英両語で発刊されているジャポニスム学会の活動にも示されています。学会が毎年開催している国際シンポジウムのテーマを見れば、ジャポニスム研究の多様性は明らかです。これ、下から上の方に向かって見ていただきたいんですけれども、2011年から今年までのテーマを確認してみましょう。2011年、西洋における中国、日本、17から19世紀のシノワズリーとジャポニスム。2012年、アメリカのジャポニスム、日米文化交流の歩みと知られざる偉人、修行広道。2013年、水墨のジャポニスム、越境する書と画。2014年、ジャポニスムの全貌、ホイスラーから何が始まったか。2015年、工芸とジャポニスム、産業と芸術で見直す近代。2016年、ジャポニスムの人物ネットワーク。2017年、20世紀のジャポニスム、その波及と変容。2018年、ジャポニスムと女性。2019年、人の移動とジャポニスム。2020年、建築と空間のジャポニスム、1860年代から現代まで。2021年、ジャポニスムと東洋思想、宗教、哲学、美学、19、20世紀。2022年、グラフィックデザインとジャポニスム、19、20世紀。2023年、パフォーマティブジャポニスム、動きの中のジャポニスム。2024年、ジャポニスムと色彩というふうなラインナップになります。すなわち、ここには19世紀のみならず、20世紀以降のジャポニスムへの視野の拡大があり、ジャポニスムに寄与した多彩な人物とその関係性への関心があり、建築、工芸、書、グラフィックデザイン、パフォーミングアーツなど、海外や版画以外への分野の広がりがあり、さらには思想やジェンダーに関する今日的な観点もまた含まれているのです。ジャポニスム研究の出発点となった印象派に与えた浮世絵版画の影響というかつての枠組みを大きく超えるパラダイムを見ることができるでしょう。それでは日本における最近の展覧会や学術書にはどのような成果が現れているのでしょうか。展覧会は学術の世界と必ずしも直結するわけではなく、一般の人々の興味を引きつける画家や作品を際立たせる場合が目立ちます。モネのラ・ジャポネーズを前面に出したボストン美術館華麗なるジャポニスム展2014年から15年をはじめ、ゴッホと日本、巡りゆく日本の夢展2017年、ホイスラー展2014から15年などが目につきます。これらの展覧会は印象派やゴッホ、ホイスラーなどジャポニスムにとって重要な西洋近代画家と日本美術との関係を新たに掘り下げようとしているので、旧来のパラダイムの再興を目指す試みと言えるでしょう。北斎とジャポニスム、北斎が西洋に与えた衝撃点2017から18年は、これも待望のテーマ展です。浮世絵師葛飾北斎は西洋に最も大きなインパクトを与えた日本の画家ですが、
個別の研究はあっても、北斎とジャポニスムの全体像に迫る試みはこれまでありませんでした。展覧会の形となって、初めて北斎の影響の大きさと広がりがくっきりと見えてきました。装飾美術に関する展覧会としては、染めの道具である型紙に関するものが出色の企画でした。共同学術研究の成果が生かされた型紙スタイル展2012年は、型紙がアール・ヌーボーをはじめとする世紀末の装飾美術運動に寄与した痕跡を調査した興味深い内容でした。このほか、今井優子氏の陶芸のジャポニスム2016年は、蜷川典胤の観古図説陶器の部に焦点を当てながら、色絵磁器から焼き締め陶器まで日本の陶磁器がフランス陶芸にもたらした趣味の変遷を詳しくたどった著作です。また、深井明子氏は着物とジャポニスム、西洋の目が見た日本の美意識2017年において、日本の着物が西洋の服飾に与えた刺激を17世紀から20世紀までたどり、いかにジャポニスムが西洋のファッション革命に貢献したのかを明らかにしています。このように、応用美術、装飾美術におけるジャポニスムの意義を掘り下げようとする研究傾向は明らかに現れているのです。さらには、美術以外の領域、文学や舞台芸術におけるジャポニスムの研究も大きく進展しました。ポール・ルイ・クーシュに代表されるフランス詩が俳句と融合したフランス俳諧については、金子光子のフランス20世紀詩と俳句、ジャポニスムから前衛へ2015年が精緻な分析を行っています。また、馬淵明子氏は舞台の上のジャポニスム、演じられた幻想の日本女性2017年において、日本を主題にしたフランス19世紀後半の芝居やオペラなどを包括的に調査し、ステレオタイプと化した日本イメージをあぶり出しました。このほか、先ほども紹介されました南飛鳥氏の国境を越えた日本美術史、ジャポニスムからジャポノロジーへの交流史1880-1920、2015年は、世紀末から20世紀初頭のフランスを中心とする西洋におけるジャポノロジー、日本学、日本研究の実態を明らかにしようとした研究です。私自身もまた、移り住む美術、ジャポニスム・コラン、日本近代洋画2021年において、日仏美術交流史の枠組みの中で、ジャポニスムを日本近代洋画との双方向的な関係から捉え直す研究成果をまとめました。以上のような最近の成果は、ジャポニスム研究の対象やテーマの広がりをまざまざと示しているのです。今、ジャポニスム研究は新時代に入ろうとしています。2018年にジャポニスム2018の名のもとに、フランスで美術を含めた大規模な日本文化イベントが行われました。この催しの本質は、19世紀の万国博覧会の系譜を引く日本文化芸術博覧会であり、日本文化の海外への発信、日本文化主義としてのジャポニスムと見なせるでしょう。その意味において、今後は歴史的なジャポニスム、日本趣味、異文化における需要と創造、そういった歴史的なジャポニスムと、現代のジャポニスム、日本主義、日本からの文化発信の2つの面を意識せざるを得ません。その上で取り組むべき本質的、個別的な研究課題は多々残っていると思われます。思いつくままに挙げてみるならば、ジャポニスムの意義を生活と芸術の関わり方から見直し再検証をすること。定型的な日本イメージの形成過程をたどり、オリエンタリズムの視点からジャポニスムを検討してみること。ジャポニスムとは逆に西洋美術を吸収した日本近代美術など日本におけるオキシデンタリズム、あるいはフランシズム、フランス主義を視野に入れて研究すること。ジャポニスムが生まれた時代背景を意識し、ポストコロニアリズムの視点からアプローチすること。アジアの美術や文化を視野に入れてグローバルな地平でジャポニスムを理解することなどなど、他にも多々あるでしょうが、越境するジャポニスム研究に限りはないと考える次第です。
ご清聴ありがとうございました。Je passe maintenant la parole à Sophie Bache. Merci beaucoup. Je tiens à remercier Thomas Garcin de m'avoir invité à ce colloque et à Christophe Marquet de m'avoir invité plus précisément pour cette séance. Alors, mon propos, est-ce que je peux agrandir un peu l'image, moi, ou pas? Comme je lis des citations. Non, mais... Alors, je vais développer un des aspects dont j'ai parlé dans le livre que j'ai publié l'an dernier aux Presses du Réel, Le japonisme, un art français, où j'ai voulu revenir sur ce que Christophe Marquet a si justement qualifié de mouvement de fond. Et donc faire une philologie du japonisme, retrouver la pluralité des anciennes perspectives, ce qui veut dire rendre la parole aux témoins et aux acteurs du japonisme dans le pays qui en a été le creuset, c'est la France du XIXe siècle. Et je commencerai par un tableau qui n'est pas le tableau d'un peintre français, mais d'un peintre américain, James Whistler, qui a vécu à Londres et à Paris. Et je vais lire la citation d'un peintre, Jacques-Émile Blanche, en 1919, à propos, je pense, de ce tableau. Là, et il parle d'une série des esquisses de petites créatures phallotes qu'il qualifie de mousmé bilitis. Alors, mousmé, tout le monde sait ce que c'est, la jeune fille en japonais. Quant à bilitis, ce nom est tiré d'un recueil de poèmes de l'écrivain Pierre Louys, les chansons de Bilitis, une invention qui attribue à une poétesse grecque l'écriture de poèmes érotiques. Et donc, pour Jacques-Émile Blanche, ce tableau mêle au fond le Japon et la représentation de la Grèce, ce qu'il appelle les mousmé bilitis. Et ceci, alors pour aller de l'avant, ceci me paraît extrêmement important pour expliquer le mouvement de fond. Alors de quoi parle-t-on tout d'abord? Hier, Jean-Noël Robert est longtemps revenu sur le terme de japonologie, japonologie. Et je reviendrai, moi, sur le terme de japonisme, parce que ce terme que tout le monde connaît n'a jamais été défini et ne l'a toujours pas été défini. Il a été inventé par le critique d'art Philippe Burti en 1872. Et cette utilisation du mot japonisme, cette invention par Burti, elle aboutit à des définitions différentes. En 1875, Burti, dans un article publié en anglais, va dire que le japonisme, c'est the study of the art and genius of Japan, what is called here le japonisme. Et un peu plus tard, en 1888, un critique d'art dont je n'ai pas identifié le pseudonyme, le nom de plume au justice, dit au contraire du japonisme qu'il est la mode, l'horrible mode inventée et répandue par le mercantilisme des grands bazars dépravateurs de goût, dépréciateurs du beau, toute cette chinoiserie de pacotille dont le clinquant de calicot, prétentieusement banal et bête, a fini par envahir les petits intérieurs parisiens. Donc exactement le contraire de l'admiration pour l'art japonais manifestée par Philippe Burti. Et cette définition de 1888, pour moi, ce n'est pas du japonisme, c'est de la japonaiserie. Alors, comment définir le japonisme artistique, auquel ne convient aucune des deux phrases que j'ai lues précédemment?
Mon souci, ça a été de réintégrer pleinement le japonisme dans l'histoire de l'art du XIXe siècle. Et cette position implique de renoncer à un comparatisme nécessairement binaire entre le Japon et. Et je suis repartie de textes du grand historien de l'art Pierre Francastel, qui, en 1939, écrivait « Il est tout à fait évident qu'il ne faut pas confronter Japon et japonisme ». Bien des années plus tard, en 1970, Francastel dira « Le japonisme conduit bien moins à la découverte de l'espace cavalier de l'Extrême-Orient, qui, notons-le, n'était pas inconnu des hommes de la Renaissance qu'à l'emploi combiné de fragments d'espaces différenciés ». De ces déclarations de Francastel, il ressort donc que le japonisme n'est pas un orientalisme. Et pour avoir beaucoup travaillé sur l'orientalisme, ce qui m'a passionné dans le japonisme, à la différence des japonaiseries, c'est que le japonisme n'est pas un orientalisme, qu'il est un élément parmi d'autres d'un cosmopolitisme artistique et qu'il répond à une attente de changement des canons esthétiques antérieurs à l'ouverture du Japon. Et je rends également hommage à Takashi Nashuji qui a voulu balayer cette idée d'influence, tout comme le grand historien de l'art anglais Michael Baxendale avait également critiqué cette notion trop facile. Et donc je me suis intéressée aux témoins de l'époque, aux frères Goncourt, qui définissaient le japonisme comme un mouvement qui avait révolutionné l'optique des peuples occidentaux, au même titre que la redécouverte des primitifs, que l'intérêt pour l'imagerie populaire, que la découverte de la Grèce archaïque et des civilisations pré-helléniques. Et pour moi, il importe de replacer le japonisme dans un carrefour et de l'éclairer par des convergences dont je vais vous donner quelques exemples. Alors, par exemple, pour comprendre la pénétration artistique du japonisme et éviter le face-à-face réducteur, je pense qu'il est nécessaire d'avoir toujours présent à l'esprit un troisième terme et donc d'explorer les autres passions du XIXe siècle, les passions pour les primitifs, pour la première Renaissance, pour le médiévalisme, des arts and crafts, pour l'imagerie populaire, pour la Grèce archaïque. Et le japonisme est souvent le produit d'une combinaison inscrite dans une triangulation. Et je pense que si l'on ne comprend pas cela, on ne comprend pas le mouvement en profondeur dont a parlé Christophe. Alors ici, comme exemple de la première Renaissance, ce passage de mémoire de Lucien Daudet qui évoque les visites du jeune Marcel Proust au Louvre vers 1890, et Daudet rapporte que Proust avait marqué un étonnement devant Uccello qu'il comparait si justement à certains Japonais. Et là, on ne sait pas si c'est le Japon qui permet d'apprécier Uccello ou Uccello qui permet d'apprécier le Japon. Mais évidemment, les deux se combinent. Pour ce qui est de l'imagerie populaire, chère aux romantiques et à leurs successeurs, je vous rappelle cette célèbre citation de Rimbaud dans Une saison en enfer. « J'aimais les peintures idiotes, dessus de porte, décors, toiles de saltimbanque, enseignes, enluminures populaires. » Passion du XIXe siècle pour les arts populaires, avec le romantisme, Nerval, qui est aussi une passion pour l'imagerie populaire. Et ainsi, quand Baudelaire achète ses premières estampes japonaises en 1861, que dit-il ? « Il y a longtemps, j'ai reçu un paquet de japonneries que j'ai partagé entre mes amis et amis. Je vous avais réservé ces trois-là, écrit-il à Arsène Houssaye. Elles ne sont pas mauvaises. Images d'Épinal du Japon, 2 seules pièces à Yedo. Je vous assure que sur du vélin
et encadrés de bambou ou de baguettes vermillon, c'est d'un grand effet. Et ici, on voit une reproduction par Félix Régamey d'une estampe japonaise, et on voit que l'aspect image d'Épinal est accentué par Régamey. Alors le médiévalisme et les arts and crafts, autre passion du XIXe siècle, voici ce qu'écrit un critique dans une revue qui s'appelle L'Image en 1897. Depuis que les Goncourt, ces explorateurs de l'art, ont importé les trouvailles des Japonais, l'Extrême-Orient s'allie curieusement aux songes moyenâgeux d'Albion pour conseiller nos chercheurs. Et je reproduis ici une aquarelle d'un artiste suisse, mais qui a fait toute sa carrière en France, Eugène Grasset, Princesse de légende, où on voit bien ce songe moyenâgeux s'allier à l'estampe japonaise. Et pour moi, une des alliances les plus spectaculaires et les plus passionnantes, c'est l'alliance entre la Grèce et le Japon. En 1878, le grand public va découvrir en même temps que quantité d'objets du Japon les terres cuites grecques de Tanagra, dont le maniérisme enchante immédiatement les visiteurs. Et voici ce qu'écrit Champfleury, qui était directeur du musée de Sèvres à l'époque. Les albums d'Oksai sont remplis d'élégantes créatures sveltes fines qui font penser à la fois aux femmes de Tanagra et de Germain Pilon qui est le sculpteur de la Fontaine des Innocents à Paris, l'apogée de la sculpture maniériste. Et Champfleury parle de ces créatures singulières d'Oksai qui, mêlées à des drames terribles avec de féroces porteurs de sable, semblent des femmes peintes sur des vases grecs. Et on voit bien ici, avec cette silhouette de femme par Oksai, à quel point elle peut effectivement faire songer à des statuettes de Tanagra. Et on comprend mieux le tableau que j'ai montré en ouverture de ma communication de Whistler et cette impression qu'a Jacques-Émile Blanche que Whistler peint des mousmé militis ou des mousmé Tanagra. Et Whistler était un grand collectionneur de Tanagra. Intervient en 1890 un article absolument fondamental d'un très grand archéologue français, spécialiste de la céramique, Edmond Potier, qui, dans la Gazette des Beaux-Arts, la plus grande revue d'art française, publie un long article absolument passionnant intitulé « Grèce et Japon », dont Potier écrira qu'il n'a pas réjoui tous les hellénistes, mais qu'en revanche, il a réjoui les spécialistes de l'Extrême-Orient. Et Potier, de manière très audacieuse, va même parler d'un impressionnisme de la ligne, alors que généralement l'impressionnisme est associé à la couleur. Potier parle d'un impressionnisme de la ligne entre les dessins, en particulier sur les lécites grecs, et les dessins japonais. Et quand on parle de la Grèce, il y a cette autre Grèce, si c'en est une, qui est la Grèce pré-hellénique. Il ne faut pas oublier que la passion pour le Japon est contemporaine de la découverte d'une autre Grèce, plus de la Grèce classique, mais de la Grèce archaïque et des civilisations minoennes et mycéniennes. Et lorsqu'on voit encore ce dessin d'Eugène Grasset pour Larousse, la semeuse en 1890, et ici une reconstitution par Émile Gilliéron des fresques, de la fresque des Damans bleus trouvée à Knossos par Evans en 1900, on peut se demander si c'est l'art japonais qui prépare la réception de l'art pré-hellénique, la réception des fresques d'Acrotiri ou de Knossos, ou si au contraire ce sont les arts pré-helléniques qui ont bénéficié de la familiarité avec l'art japonais. Mais il y a certainement, en tout cas, un mouvement de fond qui unit ces deux arts. Et je terminerai sur deux citations qui me paraissent importantes. Le japonisme apparaît au
aux critiques de la deuxième moitié du XIXe siècle comme une nouvelle renaissance. Donc absolument pas comme un orientalisme, mais un levier esthétique dont les exigences formelles, qui sont, comme j'espère vous l'avoir montré, au croisement de révélations multiples, se situent aux antipodes des japonaiseries fustigées par le grand critique Roger Marx. Je vous lis ici ce qu'écrit Roger Marx dans Le Japon artistique en 1891. « Recherchée ou inconsciente, directe ou transmise, bienfaisante ou haïssable, selon qu'elle aboutit ici à l'assimilation des principes émancipateurs d'une libre esthétique, là à l'adoption irraisonnée de conventions exotiques, l'influence de l'Extrême-Orient éclate avec l'évidence brutale, rigoureuse du fait accompli. Ceux qui la voudraient désormais oublier se condamneraient à mal connaître les origines de l'évolution moderne, à négliger une valable explication des tendances de la peinture au XIXe siècle et à ne point discerner l'élément essentiel de ce qui constitue à notre insu le style d'aujourd'hui. Du même coup, il se trouverait ignoré dans l'histoire des variations de l'art l'exemple d'une prépondérance décisive entre toutes, avec laquelle peut seule être mise en parallèle l'action exercée par l'Antiquité au temps de la Renaissance. Donc c'est vraiment ce dont parle Christophe, un mouvement de fond et absolument pas un engouement passager. Et voici ce qu'écrit le directeur du Japon artistique, Siegfried Bing, dans la Revue Blanche 5 ans plus tard, en 1896. « À notre génération fut dévolu un privilège sans précédent dans les annales des siècles, la découverte d'une page insoupçonnée du grand livre de l'art, la seule qui, jusque-là, se fut soustraite à nos fiévreuses curiosités, jamais plus dans les temps futurs, pareille aubaine ne pourra se représenter. » Et pour conclure, je dirais au fond que le japonisme, c'est avant tout un décentrement. Je pense que c'est ça que ces deux extraits font bien comprendre, c'est que la Renaissance avait imposé le modèle gréco-romain, enfin surtout romain, puisqu'on ne connaissait encore rien de la vraie Grèce à la Renaissance, et que là, avec cette découverte de l'art japonais, aussi importante que la découverte de l'art ou la redécouverte de l'art de l'Antiquité classique, s'opère un décentrement absolument décisif qui s'allie à d'autres passions du XIXe siècle. Je vous remercie. Merci beaucoup Sophie Bache et merci Christophe Marquet et Atsushi Miura pour avoir dans un premier temps donc bien posé le contexte et les perspectives à la fois de formation et d'évolution du japonisme. Et donc on va tout de suite passer à une partie un peu de discussion avec comme premier thème le néo-japonisme comme nouveau champ de recherche. Et on va écouter donc Christophe Marquet et Sophie Bache pour ce sujet. Oui, alors je vous rassure tout de suite. Ce sera le seul élément que nous allons traiter dans la dizaine de minutes qui restent. Effectivement, est-ce qu'on peut avoir la première slide, s'il vous plaît ? Ce phénomène du japonisme dont on vient de parler semble se concentrer au XIXe siècle, dans le dernier tiers du XIXe, ce phénomène de décentrement, mais en vérité, il ne s'arrête pas là. Et un autre moment important de l'influence artistique, puis il y a quand même cet élément central, va se jouer dans les années 1940-1950, qui est beaucoup moins connu, donc un peu avant et un peu après la Seconde Guerre mondiale, avec l'influence internationale du courant de l'art populaire, le Mingei, développé par Yanagi Muneyoshi. Et ce mouvement va toucher, bien sûr, la France. Il y a eu cette grande exposition au Quai Branly en 2008, avec ensuite une exposition qui était plus centrée sur le rôle de Charlotte Perriand, qui a séjourné au Japon donc, dans les années 40 pour travailler avec des créateurs, et notamment avec le fils de Yanagi Muneyoshi. Mais cette influence va aussi s'exercer dans un autre domaine d'une autre forme d'images populaires qui sont les gravures de Hotsue. 3 expositions organisées à Paris et 2 au Japon qui ont permis de montrer quel avait été le rôle
de la redécouverte par le regard occidental de toute une production qui n'avait jamais été intégrée dans l'histoire de l'art japonais. Et aujourd'hui, c'était le titre de l'exposition de la Station Gallery, An Other History of Edo Painting en anglais, donc une Moshitotsu no Edo Kaiga. C'est une page très importante quand même d'ouverture à des formes, je dirais, non traditionnelles de l'art de l'époque d'Edo. Et si cela a été possible, c'est grâce en partie à des artistes, des sculpteurs, des peintres comme Miro ou des gens qui ont été autour de lui, qui ont redécouvert ses œuvres au tout début des années 1950. Et cela a fait l'objet au Japon d'une présentation dans l'exposition en 2022 sur Miro et le Japon, et d'une exposition également qui rappelle l'exposition de Barcelone de 1950. Et très récemment, également, en 2022, à Barcelone toujours, qui est quand même un des foyers du japonisme, très influencé par ce qui se passe dans la capitale à la même époque, sur Serizawa, donc le grand héritage qu'il a eu dans ce milieu artistique à partir des années 50. Alors c'est juste un éclairage parmi d'autres, et je redonne la parole à Sophie pour qu'elle évoque ce néo-japonisme à partir notamment d'un colloque qui s'est tenu à Paris il y a relativement peu de temps. Merci Christophe. Oui, donc c'est un colloque que Michael Luquen et moi avons organisé en 2022 à Paris, généreusement accueilli au Collège de France par Jean-Noël Robert et par William Marx, et dont les actes doivent paraître en janvier chez Hermann dans la nouvelle collection Japon, co-dirigée notamment par Thomas Garcin. Et nous avions cherché, Michael et moi, à réunir un certain nombre d'intervenants. Il y avait Thomas Garcin, Inaga Shigemi, Christophe Marquet, dont tu assistais, mais tu ne participais pas, et Miura Atsushi, qui était bien présent, notamment pour voir ce qui pouvait rester du japonisme après Hiroshima et Nagasaki, pour voir entre 1945 et 1975, et on s'est arrêté en 1975 parce qu'il me semblait qu'il y avait là une sorte de un changement avec le développement des mangas notamment, et des jeux vidéo, qu'on entrait dans une autre dimension, ce qui pouvait rester du japonisme artistique, en peinture, en littérature, et nous avons eu un certain nombre de communications que je vous inviterai à découvrir lorsque le livre sera publié en janvier. Si je devais me borner à un exemple, je pense, qui est très éloquent, c'est le japonisme architectural dont a parlé notre collègue Jean-Sébastien Cluzel. Et de nouveau, on voit là un mouvement de fond. Ce ne sont pas du tout des japonaiseries architecturales, mais la façon dont le japonisme de Frank Lloyd Wright ou de très grands architectes américains notamment, et là, de nouveau, Cluzel a exploré une triangulation, France, États-Unis, Japon, la manière dont la passion pour l'architecture japonaise, à travers notamment la lecture du grand livre de Bruno Taut sur la maison japonaise, avait marqué en profondeur l'architecture occidentale. C'est un des chapitres de cet ouvrage. Et donc, au départ, c'était une interrogation de notre part, savoir s'il était légitime de parler d'un néo-japonisme, et d'ailleurs s'il fallait mettre le terme néo ou pas, si on pouvait, ou s'il fallait parler de japonisme tout court. Et pour différentes raisons, nous pensons quand même qu'il y a des coupures et des changements. J'ai oublié de citer Emmanuel Lozeran, qui a fait une communication très brillante sur la question du zen dans le néo-japonisme, dans ce volume. Pour nous, il y avait bien une nécessité de mettre néo-japonisme parce qu'il y a bien une fracture, une coupure, des changements, mais cependant, cette question du japonisme reste bien présente dans les 3 décennies de l'après-guerre que nous avons explorées, et très vraisemblablement, mais ce sera encore un autre sujet, il est toujours pertinent d'en parler à l'heure actuelle.
Non, merci beaucoup pour ces précisions et ces nouvelles perspectives. Et pour finir cette table ronde, donc on va écouter Miura Atsushi sur le phénomène miroir du retour du japonisme au Japon. Oui. ありがとうございます。今ソフィー・バッシュさんが紹介されたネオジャポニズムのコロックに私もちょっと参加させていただいており、ジャポニズムの韓流というお話をしたんですね。これ先ほど私特に申し上げなかったことなので、もう時間も限られてますから簡単に申し上げたいと思います。ジャポニズムには複合的な現象がいろいろあります。日本の美術工芸品がフランス美術に受容された時代というのは、日本の画家たちがフランスに留学した時代とほぼ重なっています。フランス絵画を学びに来た日本人画家たちはパリでジャポニズムの流行と出会うこととなり、複雑な反応を示すわけです。例えば19世紀末に留学した黒田清輝は帰国後に舞妓を描きますが、この作品は印象派のモネの俯瞰構図やドガの断片化された人物像を思い起こさせます。そしてモネやドガが浮世絵版画から影響を受けていることを考えるならば、黒田は印象派を経由して間接的に日本人の画家でありながら浮世絵版画を受容したことになり、言い換えれば、日本絵画へのジャポニズムの韓流が行われたということになるわけです。このジャポニズムの韓流という現象は20世紀においてもさまざまな形で現れるのですが、岡本太郎の例のみを取り上げます。岡本太郎は1930年代にパリに留学し、ピカソに衝撃を受け、抽象絵画やシューレアリスムなど前衛的な芸術運動にも加わった画家です。帰国後、その著作「日本の伝統」1956年の中で、パリ滞在中に書店で画集の表紙に光琳の紅白梅図屏風が使われているのを見て衝撃を受け、日本の伝統と対峙することになったと述べています。帰国後の岡本が、例えばこの予感とかクリマとか光琳や宗達など琳派に触発されたと思われる作品を制作したのは、ジャポニズム流行後のフランスで日本美術を再発見したからなのです。さらに岡本は同じ本の中で1930年代半ばにジャン・アルプのアトリエに行った時、アルプが日本庭園の写真集を見せて素晴らしいと絶賛したと書いています。確かにアルプにとって日本庭園の庭石の並びというのは西洋の前衛芸術とパラレルなものに見えたかもしれませんが、岡本自身は次のように決意します。日本の古典をアルプ的でもなく、また伝統派的でもなく、現代日本人として再検討しなければならないという情熱がじわじわと心の隅に吹き上がってくるのを感じたのですと。そして岡本による日本美術との対決は予想を超えた形で、興味深いことに平面性や装飾性よりも空間性や立体感を、木の文化よりも石の文化を強調する方向に帰着するのです。岡本太郎の日本の伝統におけるジャポニズムの韓流の意義というのは、日本美術におけるクリシェ、紋切り型を否定する、あるいは転倒させる形で実践したことにあるのではないでしょうか。そういう大きな課題を日本に持ち帰り、1950年代以降に展開していったことは再評価に値すると思います。ジャポニズムを日本の芸術家自身がどのように受け止めたのかというテーマは十分研究に値すると私は思っております。このように芸術文化の一種の王冠現象としてジャポニズムを研究するというのも今後のテーマになるのではないかと思います。以上です。Merci beaucoup également pour ces compléments d'information et ce regard plutôt du Japon sur ce phénomène du japonisme. Et merci beaucoup à vous trois pour ce respect quasi parfait du temps. Donc on va pouvoir céder la parole à la prochaine session en ayant respecté notre devoir. Merci encore à vous trois.